Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Qui pourrait ignorer la belle histoire de la caverne de Platon? Nous y voici à présent, tous assis au fond, lumière tamisée, figés devant les chiffres des contaminés, projetés très haut en ombre sur le mur de la télévision. Illusion, désillusion, dirait celui qui reviendrait du front, sorti de la caverne, ébloui par la même d'une autre vérité. Il reviendrait et nous assènerait un bon dicton. L'écouvillon peut bien hurler, ce n'est pas lui qui va nous faire bouffer. Oui, c'est bien le propos, des chiffres, il y en a désormais, mais ils sont et ils vont ceux-là à reculons et sont projetés sur le fond de nos poches. Que sera Noël? Bienvenue à vous, fidèles youtubeurs, et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Si c'est votre cas, inscrivez-vous, cliquez donc sur le petit bouton et sur la petite cloche, et vous découvrirez ainsi chaque semaine des personnalités et des vies extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le Dalai Lama du show business, celui qui montra qu'avocat pouvait faire un tabac, celui qui se révéla plus penseur que défenseur du droit d'auteur, et celui qui voulut dire non pour que notre beauté intérieure porte enfin notre nom. J'ai le plaisir d'accueillir Hubert Mention. Bienvenue à vous, Hubert. Merci Luc, je suis très impressionné par cette introduction. Je vais être à la hauteur. Je vous remercie. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Et, j'avoue que votre parcours ressemble à s'y méprendre à un cours magistral d'explorateur de vie. Si on regarde bien du top 50 jusqu'à l'épopée à la Citizen Kane, en passant par une épreuve un peu à la Into the Wild, finalement, votre vie ressemble à un film hollywoodien. Et j'ai vraiment eu envie de vous présenter un peu à nos auditeurs. Alors, vous êtes avocat, vous êtes auteur, vous êtes formateur, conférencier et aujourd'hui aussi un acteur, on en parlait, du changement avec l'université dans la nature. Vous avez déjà écrit 11 livres, peut-être un 12e est en train de se préparer. Vous venez d'une famille de musiciens belges qui ont fait eux-mêmes rupture, a priori, avec une tradition familiale qui était plus celui de l'enseignement, de la philosophie et de la science. Alors, vous avez toujours eu une fibre personnelle plutôt sensible à la poésie, à la psychologie, à la nature, à l'artistique aussi, et vous avez pour autant suivi des études de droit et finalement vous êtes devenu avocat. Alors, en 87 se passe un premier grand virage qu'on connaît tous en France, puisque vos frères et vous-même, vous avez écrit un titre qui est devenu un succès planétaire et qui s'appelle C'est l'amour. Alors, il a été particulièrement, alors j'ai vu plébiscité au Québec, où j'ai vu qu'il était parmi les charts numéro 1. Vous vous spécialisez à l'époque dans le domaine artistique pour faire un peu valoir ce droit et puis aider d'autres auteurs ainsi que vos frères. Et à l'époque, vous avez une compagne américaine qui est la chanteuse d'un groupe célèbre, In Deep, ce célèbre groupe qui chantait Last Night a DJ Saved My Life. Et vous suivez votre compagne aux États-Unis. C'est là où en fait vous continuerez à vous intéresser aux artistes français et aussi au droit américain. Vous allez ainsi commencer à travailler donc à Los Angeles, dans le monde hollywoodien du cinéma et aussi pour la musique. Et vous avez donc parmi vos clients Technotronic, Sofia Coppola, un des frères Jackson, entre autres. Et c'est finalement un grand chagrin d'amour qui va vous faire revenir donc des États-Unis vers le Québec et vous allez vous isoler dans le nord canadien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à partir de ce moment-là, à la lisière de la civilisation? Qu'est-ce qui vous arrive? Ce qui m'arrive, c'est plusieurs choses. Effectivement, c'est un chagrin d'amour et c'est surtout une crise de la quarantaine, en fait. La crise de la quarantaine, c'est quelque chose de très puissant dans une vie qui s'adresse à peu près à tout le monde. Je pense que tout le monde y passera ou y est passé. Et donc, c'est une remise en question absolument totale. Le chagrin d'amour, moi je l'ai écrit dans la voie du chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, c'est vraiment la destruction de beaucoup d'illusions. Et c'est l'occasion de s'interroger sur les illusions qu'on a eues, pourquoi est-ce qu'on les a eues, comment est-ce qu'on a construit en fait ce qu'on a cru être réel. Et moi, m'apercevant que finalement, justement, dans ce que j'avais cru être réel, il n'y avait finalement rien eu de réel, et que c'était une sécrétion de ce que j'avais moi-même pensé, imaginé, etc. C'est un peu comme si je me réveillais d'un rêve. Je me suis dit, mais est-ce que le reste est réel finalement? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et pour moi, il ne restait rien. Il me semblait que j'avais fait le tour de beaucoup de choses. J'avais fait le tour du show business, j'avais fait le tour du succès, j'avais fait le tour de Hollywood, enfin, j'avais fait le tour de... Il y a plein de trucs que je n'avais pas vus, mais moi, ce qui m'avait intéressé au départ d'une vie,
j'en avais fait le tour et je me suis dit, c'est terminé, ma trajectoire est terminée. Et j'ai été suicidaire, j'étais vraiment suicidaire. Mais il se trouve que par ailleurs, moi j'ai toujours été attiré par la nature. J'ai toujours eu le réflexe, depuis que je suis tout petit, de me réfugier dans les forêts. Et donc, il y a quelque chose entre ces deux choses-là qui s'est passé, et je me suis dit, je vais faire ça, je vais aller me réfugier dans la forêt, d'une certaine manière. Je vais partir dans la nature. À quel prix, comment, parce que moi, je n'étais pas du tout un expert de la survie en forêt, absolument pas. Hein. Moi, j'étais un expert des droits d'auteur et des contrats de show business, je ne connaissais pas grand-chose là-dessus. Mais j'ai fait ça. Donc, je suis parti en me disant, tant mieux si j'y meurs, en fait, parce que c'est ça justement que je cherche. Donc, quitte à mourir, pas nécessairement envie de mourir entre quatre murs dans une ville, donc voilà, essayons de faire ça. Puis bon, c'était évidemment quelque chose de particulier, de très particulier, mais c'était la rencontre. D'abord, moi je trouve que si je devais résumer en un mot, le chagrin d'amour, c'est la perte de l'intimité. Hein. Le chagrin d'amour, c'est vraiment comme avoir l'impression que notre intimité avec quelqu'un a été violée par quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé dans la nature l'intimité avec l'immense. Ça, c'est quelque chose de très particulier, hein, de vivre l'intimité avec l'immense. Comment est-ce qu'on peut être intime avec quelque chose d'immense? Mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné, on devient confondu avec cette immensité. Et ça a tout changé dans ma vie. Ça a absolument tout changé dans ma vie. Ça a changé ma trajectoire. Ça m'a changé complètement. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, est née d'ailleurs l'idée, beaucoup plus tard, mais de créer l'université dans la nature, en disant, mais la nature, c'est finalement la grande oubliée de notre société. Pas en tant que patrimoine à sauvegarder, mais ce qui est oublié, c'est notre relation avec la nature. On a perdu de vue que nous sommes des êtres qui avons vécu plus de 99% du temps de la Révolution dans la nature, donc que nous avons établi avec elle une relation multimillénaire, que nous n'avons plus. Il y a quelque chose qu'il faut rétablir parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est en relation avec la nature. Et moi, ça, je l'ai vécu profondément. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre. Là aussi, évidemment, je me suis dit, mais est-ce que c'est de l'ordre de mon imagination? Finalement, je pense que c'est ce qui nous arrive un peu à tous. Quand j'observe d'autres vies que la mienne, je m'aperçois que finalement, très, très rapidement dans la vie, nous avons quelque chose qui nous appelle. Nous avons quelque chose avec laquelle nous connectons particulièrement, sans très bien comprendre pourquoi. Et c'est justement parce que nous ne comprenons pas cette connexion, ou parce que notre environnement ne le comprend pas, ou parce que nous ne l'acceptons pas, qu'à partir de cette première connexion, nous allons alors bifurquer vers des choses qui n'ont rien à voir. Mais plus le temps va passer, plus finalement la boucle va commencer à se dessiner. Et je crois que c'est un peu le syndrome du saumon, on revient toujours à la chose qu'on a voulu éviter au début. Et alors, c'est dommage d'une certaine manière parce qu'on perd beaucoup de temps, c'est bien d'une autre manière parce que ça nous permet de nous rendre compte que c'était vraiment ça, mais on en revient à donc une question fondamentale, c'est est-ce que ce n'est pas aussi notre éducation qui fait ça, qui nous fait sortir de la chose qui nous attirait vraiment? Est-ce que ça ne devrait pas être le contraire? Vous savez que éducation, ça vient de ex tout carré, donc c'est-à-dire conduire à l'extérieur. Mais est-ce qu'on ne devrait pas parler d'inducation? Parce que la seule réalité, comme je le dis souvent, la seule réalité dans laquelle nous vivons 24 heures sur 24 tout au long de notre vie, c'est notre réalité intérieure. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous l'expliquer, nous la montrer, nous guider dans cette réalité intérieure. C'est très difficile. Mais bref, elle nous rattrape. Et c'est ce qui m'est arrivé, ça m'a rattrapé. Et donc, je suis beaucoup plus proche aujourd'hui de ce que j'étais quand j'avais 10 ans que de ce que j'étais quand j'avais 30 ans. Mais alors finalement, quand vous dites ça, on a l'impression que vous dites je suis retourné à la cabane en fait. Oui, exactement. Je suis retourné à la cabane. C'est marrant que vous disiez ça parce qu'effectivement, quand j'étais tout petit, j'allais toujours dans des cabanes et je ne comprenais pas vraiment pourquoi j'y allais. Et peu à peu, je m'étais rendu compte que j'y allais simplement pour réfléchir. Mais réfléchir à quoi? Parce que je n'étais pas du tout quelqu'un de spécialement intéressé par les problèmes politiques, ni même forcément par les problèmes philosophiques, mais en fait, je crois que c'était l'idée qui apparaît maintenant en psychologie de traitement de l'information. Hein. C'est-à-dire que nous vivons tout le temps, nous avons tout le temps des informations qui nous tombent dessus à cause de notre vie quotidienne et nous n'avons pas le temps de les traiter. Et moi, je prenais la cabane comme un moment et un lieu de traitement de l'information et j'ai toujours fait ça.
C'est intéressant parce qu'en fait, de ce que moi je connais des grands découvreurs, la plupart des gens ont toujours eu une petite cabane dans leur jardin chez les Américains pour développer des trucs nouveaux. Ça a été le cas de Hewlett Packard, entre autres, et d'autres personnes connues. Steve Jobs, il me semble qu'il avait une espèce de truc dans son jardin pour essayer des choses nouvelles. Alors, je vous pose cette question en fait de la cabane, et puis à la fois, je pense que vous êtes vraiment un adepte, mais du monde sauvage. C'est pas la nature simplement, hein. On sent que c'est le monde sauvage, la grande nature, qui fait un peu qui c'est un peu l'idée d'une catharsis chez vous. On a l'impression que c'est profond, quelque chose de profond qui se passe. Et je voudrais savoir, avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, avec ce retour à quelque chose de vraiment très limité, bloqué, empêché, comment vous avez vécu ça, vous, ces mois de confinement chez vous? Ben moi, ça, j'ai un peu de malaise à le dire, mais moi, j'ai vécu ça super bien, parce que c'est quelque chose que je connaissais. Moi, je suis resté seul pendant des mois et des mois en pleine nature, parce que j'habite évidemment en pleine nature. Pour moi, quand j'entendais des gens qui se plaignaient, je peux les comprendre, parce que toutes les vies sont différentes, toutes les problématiques sont différentes. Mais pour moi, c'était la normalité complète, en fait. C'était la normalité complète, et je comprenais mal les gens qui disaient, mais on ne peut plus voir d'amis, c'est terrible, on ne peut plus faire des dîners ensemble, etc. Pour moi, ça n'a. Oui, enfin, j'ai vécu ça, mais je veux dire, je retrouvais mon état normal. Maintenant, sur la question du monde sauvage, bon, qu'est-ce que la nature sauvage? C'est toute une grande question, hein, parce qu'évidemment, c'est toujours pour quelqu'un qu'elle est sauvage. Hein. Pour celui qui y vit, elle n'est pas sauvage. C'est pour celui qui la voit de loin qu'elle est sauvage. Mais en tout cas, pour moi, la nature sauvage, c'est une nature qui n'a pas été aménagée par l'homme. Je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est une nature qui est une autonomie. On entre dans quelque chose qui existe sans nous, et qui existe très très bien sans nous. Et ça, c'est le choc. Et donc, il y a l'impression d'entrer dans quelque chose, dans une autre dimension. D'ailleurs, qui n'est pas seulement une dimension physique, évidemment, qui est aussi une dimension spirituelle, hein, psychologique. Il y a plein de dimensions. J'en parlais avec d'autres personnes qui ont été interviewées donc, sur cette chaîne, et je pense que pour vous, ça va être la même chose, j'imagine. Est-ce que vous avez eu l'impression, là, confidence entre nous, est-ce que vous avez eu l'impression pendant ces mois de confinement que vous découvriez une partie de vous que vous ne connaissiez pas? Je ne dirais pas ça, mais je comprends très bien ça. Je comprends très bien que beaucoup de gens aient découvert ça, le bénéfice du retrait, hein, le bénéfice de se retirer du monde et justement de faire ce traitement de l'information, de réfléchir à sa position dans le monde et tout. Je comprends très bien que beaucoup de gens ont vécu cette expérience. Ouais. Alors, je parle de ça parce qu'en fait, l'expérience qu'ils ont vécue, c'est une expérience un petit peu atypique. C'est des gens qui travaillent beaucoup sur eux pour la plupart. Ils se connaissent bien, ils connaissent leur intériorité. Mais là, ils sont tombés sur des choses de leur comportement qu'ils n'avaient pas vues depuis l'enfance. Par exemple, je prends l'exemple de France Gauthier que j'ai interviewée. Elle s'est retrouvée dans un sentiment de résistance intérieure et de vouloir faire la voyou, alors qu'elle n'était plus du tout comme ça depuis très longtemps. Alors, est-ce que vous avez touché un peu du doigt un truc de votre enfance qui était parti un peu dans la sagesse et qui s'était un petit peu étiolé avec le temps? Mais quand j'avais fait mon expérience de cette solitude pendant longtemps, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert toutes ces choses-là. Et la première chose que j'ai apprise, qui est longue, c'est apprendre à ne pas se juger. C'est très difficile, ça. Apprendre à ne pas se juger, à ne pas être son propre parent. Et parce que le problème que ça pose, pour moi, il est philosophique, c'est pas tellement un problème moral, c'est que si on se juge, eh bien, on ne se comprend pas, parce que si on se juge, on va tout de suite classer tel et tel comportement comme bon ou comme mauvais, et donc on ne va pas pouvoir le décortiquer. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on doit juger, on doit accepter, c'est les choses telles qu'elles sont maintenant. Donc, et par rapport à tout ce qui est le bien-être, tout ce qui est le développement personnel, moi, j'ai beaucoup de choses à dire moi, sur toute cette culture, parce que je trouve qu'elle fait très souvent l'économie de sa propre vérité. C'est vrai d'ailleurs de beaucoup de voies spirituelles, parce que dans beaucoup de voies spirituelles et dans beaucoup de voies religieuses, par exemple dans les gens qui ont une nouvelle croyance, il est évident qu'ils essaient de s'imbiber complètement de leur nouvelle croyance pour se démontrer qu'ils avancent. Et s'imbiber d'une chose, c'est faire le contraire d'expurger cette chose. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est la vérité d'un être au moment où il est. C'est-à-dire, arrête de me raconter tes discours, que tu as tout compris, que ceci, que tu es dans l'acceptation, que tu es dans l'accueil, que tu es dans tout ce vocabulaire que moi, j'ai beaucoup de mal avec ce vocabulaire de bien-être, soit plutôt dans la vérité. Et la vérité, elle est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus belle, mais elle est surtout beaucoup plus utile que des discours conceptuels sur
Moi, je connais des gens qui ont suivi des enseignements spirituels, et je sais que ça va peut-être scandaliser beaucoup de gens, ce que je vais dire, mais je trouve qu'ils auraient beaucoup mieux fait de ne jamais en suivre, parce qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre, ils sont en train de passer à côté d'eux, mais c'est une escroquerie qu'ils font par rapport à eux-mêmes. Je trouve ça touchant chez vous parce qu'en fait, quelque part, si on regarde bien depuis le début, quand vous avez été en présence du show business, qui est quand même l'endroit parfait des masques, jusqu'à ce que vous parliez là du développement personnel, qui est un autre endroit de masque, de toute façon, on voit que Hubert Mention n'est pas un homme de masque et ne voudra jamais être un homme de masque. C'est certain, mais alors, je me suis questionné sur une chose, c'est que quelque part, est-ce que vous avez l'impression que cette pandémie actuelle, c'est l'occasion d'un grand changement pour nous? Vous savez, moi j'habite à côté des États-Unis et de ma fenêtre, je vois le Vermont. Donc je suis vraiment au bord des États-Unis. Et je me dis, je suis un témoin privilégié de l'effondrement d'une civilisation, parce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Alors le fait, comme vous disiez tout à l'heure, que les gens se soient un peu retirés et étaient obligés de faire un pas en arrière, un pas de recul à cause du confinement, ben ça les a évidemment amenés dans des réflexions sur l'utilité du sens de leur vie, etc. Mais c'est pas nouveau. Je veux dire, beaucoup de gens sont là-dedans. D'ailleurs, je discutais l'autre jour avec des jeunes qui me parlaient de leur propre sentiment d'incohérence. Il y en a une qui me disait, elle travaille dans une énorme boîte de cosmétiques, mais en même temps, elle est très soucieuse de l'état du monde. Elle me dit, mais comment ça se fait que je puisse être incohérent comme ça, qu'à la fois je travaille pour une boîte qui crée beaucoup de pollution et quand même... Et moi, je lui disais, mais attends, attention aux mots que tu utilises, parce que c'est peut-être pas de l'incohérence, en fait. C'est peut-être un paradoxe qui est tout à fait normal, parce que tu es en train de changer. Donc, tu fais actuellement un métier qui correspond à une ancienne décision, mais en même temps, il y a une nouvelle idée qui est en train de te parcourir, qui va en amener vers une autre. Ce n'est pas du tout de l'incohérence. C'est vraiment un processus d'évolution. Et je crois qu'on est là-dedans, et c'est fascinant à voir dans tous les secteurs, de voir que, je ne sais pas si on s'en rend assez compte, mais nous sommes vraiment en train d'assister à un phénomène historique qui a peut-être commencé il y a 2000 ans. C'est extraordinaire. Et il n'y a pas que des aspects négatifs, il y a plein d'aspects positifs là-dedans, mais il faut le penser, ça. Il faut le penser surtout pour la suite, comment on va faire. Intéressant parce que tout à l'heure on parlait hors émission de l'histoire du penseur, mais quand vous dites ça là, il faut penser la suite. Comment vous imaginez les choses? Penser, c'est quoi? C'est se mettre loin de ce qui est pour essayer de percevoir ce qui va venir? Est-ce que c'est de se mettre près de ce qui est en train de tomber pour percevoir ce qui va rester? C'est quoi le processus dans ce cas-là de penser la suite? Alors justement, je voudrais faire un petit parallèle avec le showbiz justement, parce que je disais tout à l'heure que le fait de penser pour moi, c'est comprendre ce qu'on pense. C'est ça, penser. C'est prendre le temps de comprendre ce qu'on est en train de penser. Donc, il y a quelque chose pour moi qui pense en nous. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a aussi peut-être l'inverse. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est pensé et qui veut être exprimé. Les artistes connaissent très bien ça, parce que l'inspiration, c'est ça. L'inspiration, c'est vraiment qu'à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose qui descend en eux et ils expriment ce qui descend en eux. Mais ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose qui vient d'eux. Il n'est pas quelque chose. Je crois que Picasso avait dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qui vous pousse à peindre, il avait dit c'est pas quelque chose qui me pousse, c'est quelque chose qui me tire. Donc c'est quelque chose qui est à l'extérieur et qui veut être manifesté. Donc ça, c'est une hypothèse que moi j'aime beaucoup, qui est très, très nouvelle, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, nous qui croyons que nos pensées proviennent de nous, en réalité, ce qui provient de nous, c'est l'expression de cette pensée. Et si nous l'exprimons, c'est parce qu'elle veut être exprimée. Elle veut être exprimée. Donc, elle tombe sur nous pour que nous l'exprimions. C'est vrai dans le cadre de l'innovation technique, c'est vrai dans le cadre de la création artistique, c'est vrai dans beaucoup de choses. Ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est donc ce qui est pensé en nous. Ce qui est pensé en nous. Et moi, je crois que les recherches qui sont faites maintenant dans beaucoup de domaines montrent qu'on sort de l'idée un peu absurde que seul le haut pense, tandis que le bas ressent, puisqu'on sait maintenant qu'il y a les deux cerveaux, etc. Et que donc, il y a quelque chose qui est ressenti en bas, et qui est ressenti, ça veut dire qui est conscientisé, qui est pensé, et qui remonte en haut. Donc moi, mon processus, ça a toujours été de comprendre ce que je ressentais, parce que les deux sont des pensées. Et pour moi, penser, c'est ça. C'est comprendre ce que je ressens par rapport à toutes les informations qui me sont données, qui me sont communiquées par ma vie quotidienne, éventuellement par les informations que je lis, mais pas aussi le fait de ne rien faire.
Et voilà. Et je crois que, étant donné que les civilisations sont définies par des valeurs, hein, toutes les civilisations sont toujours définies par des valeurs, il faut penser les valeurs d'une prochaine civilisation. Hein. Je n'ai pas la prétention que c'est moi qui vais les trouver, mais je veux dire, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on réfléchisse un peu à ça, plutôt que de sans cesse critiquer l'ancien système dont on sort. Tout le monde connaît ses travers, enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on le sait, mais qu'est-ce qu'on pourrait penser à la place? Quelles sont les valeurs qu'on pourrait penser à la place? Et ce sont toujours quand même des valeurs spirituelles. La civilisation chinoise est basée, elle a été basée sur cette grande, c'est pas une opposition, mais ce gradient entre le yin et le yang, c'est vraiment ça qui fonde la civilisation chinoise. La civilisation chrétienne, c'est vraiment le bien et le mal. Donc c'est toujours plus ou moins des oppositions, mais nous, c'est quoi? On va vers quoi? Et je me souviens d'une phrase du XVIIIe siècle qui disait que quand une société échappe des mains des philosophes, à l'époque ça voulait dire des penseurs, elle tombe dans les mains des charlatans, c'est-à-dire du marketing. Et je crois que c'est là-dedans qu'on est maintenant. Hein. Aujourd'hui, le marketing nous fait un discours philosophique. N'importe quelle affiche nous dit ce qu'est le bonheur et nous dit comment y parvenir. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable que l'humain en soit arrivé là. Non, ceux qui montrent le chemin, ce sont des gens qui le font d'une manière complètement désintéressée, sans être payés, sans attendre quoi que ce soit. Ils le disent parce qu'ils croient que c'est ça qui doit être dit, mais pas le discours du marketing. Alors moi, j'ai l'impression aussi que dans ce que vous dites, je mettrais un élément supplémentaire, c'est que souvent, en fait, quand il y a des grands changements, il y a besoin aussi d'être dans des pensées atypiques. C'est que dans les pensées typiques, on trouve toujours des solutions qu'on connaît déjà. Et il y a des pensées atypiques qui donnent des solutions nouvelles. Alors, il se trouve que je vous parlais tout à l'heure en émission du fait que j'avais envie de vous faire tester une interview à Hardisson dans la série des pensées atypiques. Et vu le système penseur aguerri intérieur que vous avez et le discernement aiguisé, je vous propose une petite interview upside down. C'est-à-dire que c'est une interview dans laquelle les choses ne sont pas directement posées, mais finalement, elles amènent à beaucoup de profondeur, et en particulier pour tester avec des questions simples et curieuses votre personnalité, parce qu'elle peut être aussi malicieuse. J'ai l'impression que vous avez un côté malicieux en vous qui, quelque part, n'est pas toujours accessible dès le départ, mais il est présent. Alors, ma première question, c'est quelle est votre plus belle erreur ? Ma plus belle erreur, c'est certainement d'être né. Hein. Être né, c'est ma plus belle erreur. Ouais. Parce que finalement, si on demandait à un nouveau-né, en supposant qu'il ait la capacité de répondre, est-ce que tu sais, est-ce que tu veux vivre? Et que donc, il dirait, s'il était un peu raisonnable, il dirait, expliquez-moi d'abord ce que c'est. Je crois que moi, je suis pas sûr que j'aurais répondu oui. Je dis, attendez, si c'est ça, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Heureusement que ce n'est pas ça, justement. Heureusement que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Cette chose-là, elle m'intéresse. Mais ce qu'il y a devant ne m'intéresse absolument pas. Et alors, quel est le défaut qui vous sauve la vie? Ça, c'est une bonne question. Quel est le défaut qui me sauve la vie? C'est bizarre à dire, mais je pense que c'est la naïveté. Je suis finalement quelqu'un de très naïf, moi. Naturellement, j'ai tendance à vouloir croire ce qu'on me dit, à m'émerveiller de beaucoup de choses. J'ai lutté toute ma vie contre ça. C'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs, mais c'est ça, c'est la naïveté. Parce que la naïveté fait aussi que je m'émerveille très souvent de choses qui paraissent banales, mais qui pour moi sont extraordinaires. Et en quoi c'est un défaut, par exemple, cette naïveté? Parce que, vous comprenez, en tant qu'avocat, la naïveté, c'est vraiment un défaut. Et évidemment, c'était tout à fait... par exemple, quand on analyse un contrat dans le milieu du show business, moi, je me souviens au tout début quand je faisais ça, ce que j'aimais beaucoup, c'est que je prenais le contrat, c'est un des contrats qui prennent 25 pages, qui sont envoyés par des maisons de disques. Et moi, je me dis, OK, maintenant, je vais dégoupiller tous les pièges qu'il y a dans ce contrat. Et ça commence par le premier mot et ça finit au dernier mot. Donc, c'est le contraire de la naïveté. C'est peut-être ça qui m'a aidé, moi, justement, à sortir un peu de cette naïveté. Ouais, intéressant. Justement, par rapport à ça, donc, quelle est la meilleure mauvaise critique que vous avez pu avoir? Alors, c'est drôle parce que quand j'ai sorti mon premier livre, qui était le guide de survie des Européens à Montréal, et quand j'ai sorti le deuxième livre, qui était Tout le monde vous dira non, j'ai eu exactement la même critique. Et dans tous les deux cas, c'était des critiques de libraires, et elles étaient toutes les deux très mauvaises. Et les deux disaient la même chose, donc ils disaient on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui a l'air aussi sérieux n'est pas capable de faire un livre qui est uniquement sérieux et se croit obligé de mettre des blagues et des jeux de mots d'ailleurs de pas toujours bon goût dans ses livres. Il dit qu'il est avocat dans le milieu du show business, mais
Il arrête de nous raconter des trucs. Or, en fait, c'est justement ce côté-là qui a fait le succès de ces livres-là, c'est que moi, je ne voulais pas emmerder. Encore une fois, je ne voulais pas l'emmerder, mais je ne voulais pas non plus entrer dans le masque. Moi, je ne voulais pas commencer à me dire, bon, pour que ce bouquin fonctionne, il faut vraiment que je montre que je suis un avocat d'œuf, etc. Ça ne m'intéressait pas. Je me dis, je vais montrer qui je suis, puisque je dis aux artistes, essayez d'être différents. Et donc, c'est ce qui a fait le succès de ces livres-là, même encore aujourd'hui, c'est le mélange, en fait, de deux choses complètement opposées. Mais on sent bien ce petit côté chez vous, là. Derrière le penseur, il y a aussi le provocateur, mais je pense qu'il faut mieux vous connaître pour avoir accès à ça. À quoi vous aimeriez croire pendant 1 an, si c'était possible? J'aimerais croire à la facilité de la vie. J'aimerais croire que c'est facile de vivre. Et encore une fois, je suis très étonné qu'on ne dise pas aux enfants, vous savez, vous êtes en train d'entrer dans une existence et elle est difficile. D'ailleurs, elle n'est pas difficile parce que vous êtes des humains, elle est difficile parce que vous êtes des vivants. C'est pas plus facile pour un arbre, c'est pas plus facile pour un oiseau, ça va être difficile. Et ça ne veut pas dire dramatique, hein, ça ne veut pas dire dramatique, ça veut dire difficile. Et j'aimerais bien retrouver justement cette croyance que j'ai pratiquement pas eue, en fait, que la vie allait être facile. Les gens qui vous connaissent et qui vous aiment, alors à votre avis, quelle est la qualité qu'ils voient sur vous que vous ne voyez pas du tout, vous? Quand on me fait des compliments sur qui je suis, je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai toujours l'impression que, en fait, il se trompe de personne, là, qu'il parle de quelqu'un qui n'existe pas, en tout cas, qui n'est pas moi. Par exemple, je vais vous dire, on me parle beaucoup de mon éloquence. Depuis que je suis petit, on me parle de mon éloquence. Mais si moi, je dois réfléchir à mon éloquence, je n'ai pas du tout l'impression que je sois particulièrement éloquent. Je ne comprends pas pourquoi on me dit ça, et j'ai même renoncé à comprendre, parce que, apparemment, vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup aussi intéressé dans le show business, c'est la question d'identité. C'est-à-dire que quand un artiste se présente sur scène, qu'est-ce que le public pense qu'il est? Moi, ça, c'est une question qui est fondamentale dans mon travail sur le show business, parce que je pense que c'est le cœur du succès dans le show business. Et il y a un célèbre adage qui dit on ne peut pas voir l'étiquette quand on est dans la bouteille. C'est ce que je dis toujours aux artistes. Hein. Vous ne pouvez pas savoir l'impression que vous faites. Oublier, c'est impossible. Et il faut donc la demander à des autres. Après, la croire, ça c'est autre chose. Mais on ne dit pas que c'est la vérité, on dit c'est simplement comme ça qu'ils voient. Donc moi, c'est la même chose avec cette fameuse éloquence ou d'autres trucs. J'accepte que c'est ça. Alors c'est marrant parce que j'allais vous poser la question après, mais finalement je pourrais reprendre ça. Donc si c'était l'éloquence, alors est-ce que c'est l'éloquence, est-ce que c'est la qualité que vous n'aimeriez pas avoir? J'espère que ça sert, en fait, parce que moi j'ai quand même toujours l'obsession de servir à quelque chose. Et donc j'espère que mon éloquence, elle sert, mais elle ne sert pas toujours, hein, parce qu'il y a des endroits, par exemple le Québec, l'éloquence n'est pas spécialement vue comme une qualité, parce que l'éloquence rappelle un peu des mauvais souvenirs. Alors bien sûr, il y a beaucoup de Québécois qui aiment l'éloquence, mais il y en a d'autres qui l'aiment moins, et ça peut desservir. Et moi, très souvent au Québec, on me dit dans des réunions, quand je commence à ouvrir la parole, on me dit tout de suite, ah oui, mais attends, Hubert, toi c'est différent, parce que toi tu parles bien, tu dis des mots justes, et c'est comme si c'était un peu un défaut. Donc ça ne sert pas toujours. Alors la dernière question que j'allais vous poser, c'est quelle est la citation que vous auriez aimé écrire? Il y en a beaucoup, parce que moi j'adore les citations. En général, j'aime beaucoup les citations de beaucoup de gens, mais de Paul Valéry. Mais il y en a une qui est il y en a une qui n'est pas Paul Valéry, d'ailleurs, qui n'est pas en français, mais que finalement, jour après jour, je m'aperçois que cette phrase est tellement juste, et je trouve qu'elle est tellement utile que je vais la dire. C'est une phrase de Bernard Shaw. Il dit à un moment donné, « Je suis un vieil homme et j'ai eu beaucoup de problèmes, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Moi, j'adore cette phrase. Elle est belle. Elle est belle, parce que c'est quelque chose qu'on vit tous. On vit tous toujours dans l'anticipation de plein de trucs qui finalement n'arrivent pas. J'allais vous parler un petit peu de cette phase première, parce que j'avais quand même envie de vous en parler. Vous avez quand même touché du doigt le succès, vous avez côtoyé le succès, vous avez aidé des artistes à avoir du succès, relu des contrats de succès, aidé des producteurs à aider des artistes à avoir du succès. En tout cas, vous êtes un spécialiste du succès, a priori. Mais j'aimerais savoir, en fait, je sais qu'il y a un facteur chance que vous aimez beaucoup. Le facteur chance, c'est un peu votre clé, en fait, le grand secret un peu à la Barjavel, là. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que la chance vous a enseigné qui vous sert encore aujourd'hui?
Quand j'étais à Los Angeles, il y avait une phrase qui circulait tout le temps, enfin dans le milieu en tout cas dans lequel j'étais, c'était « agis comme si quelque chose d'extraordinaire était sur le point d'arriver ». Et c'est ça l'idée de la chance, hein, c'est-à-dire que alors, premièrement, la chance, elle apprend l'humilité. C'est d'ailleurs pourquoi elle est refusée par beaucoup, la notion de chance, hein, spécialement aux États-Unis. Parce qu'aller dire à un multimilliardaire qu'en fait, tout son argent, c'est de la chance, c'est une catastrophe. Il ne va jamais accepter ça. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que plus quelqu'un croit à la chance, plus il va avoir tendance à donner de l'argent. Hein, parce qu'évidemment, il se rend compte que, ben, oui, il a eu de la chance, donc il faut qu'il donne de la chance aux autres. Alors, premièrement, ça m'a permis de remettre un peu tout le monde au même niveau, parce que j'ai vu des gens avec très peu de talent qui avaient des succès incroyables, et ça provenait de la chance. Bon, alors, elle a plein de... Mais la chance, c'est quelque chose, l'étymologie du mot chance est intéressante, parce qu'elle vient du mot choir, hein, qui veut dire tomber. Et tomber d'où? Ben, tomber du ciel. Et donc, il y a un rapport, d'une certaine manière, entre la chance et l'astrologie. Hein. C'est des croyances. L'Europe a été dans l'astrologie jusqu'au cou, jusqu'à la Renaissance, facilement. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées de ça. Donc, pour moi, ça remet tout le monde à niveau. Je ne crois pas, moi, je n'ai jamais rencontré de gens qui aient, pour dire l'expression, mérité leur succès. Moi, j'en ai pas rencontré. Et qui, d'ailleurs, c'est souvent le cas quand on rencontre des gens, on est toujours étonné de voir qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur succès, souvent. Donc, pour moi, la chance est une leçon d'humilité. C'est vraiment une leçon d'humilité. Maintenant, tout n'est pas une question de chance, évidemment. Hein, parce que bien sûr, il y a la question du travail, etc. Il ne faut pas simplifier les choses. Mais c'est sûr que le fait de vivre dans un certain pays, d'être né dans un certain milieu, d'avoir eu des parents qui ont pu payer des études à leurs enfants, c'est purement de la chance, ça. Et donc, dans le même pays, il y a des gens qui n'ont pas eu ça. Et moi, ça me révolte. Bon, moi, j'ai eu la chance, justement, de vivre de naître dans un milieu très privilégié. Il m'a fallu des années pour apprendre. Parce qu'en plus, après, moi, j'étais en pensionnat avec des gens hyper privilégiés aussi. Donc, je ne les voyais pas, moi, les gens qui n'étaient pas privilégiés. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Mais quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment scandalisé. Et je suis scandalisé par ça aujourd'hui, notamment sur la question de l'accès à la nature. Moi, je trouve que c'est inacceptable que collectivement, nous acceptions que voilà, en raison de la chance de naître ou de ne pas naître dans tel endroit, eh bien, il y ait des conséquences énormes, des fleuves de conséquences qui laissent. On peut pas accepter ça. Donc, si la chance n'a pas été là, eh bien, il faut redonner. Il faut redonner pour équilibrer ce que la distribution hasardeuse n'a pas donné. Mais vous voyez, à un moment donné, vous parliez de... Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous parliez donc du mari de Céline Dion, René Angéli. Et en fait, en même temps, vous disiez quelque chose de très juste, je trouvais, c'était que quelque part, la chance, en fait, c'est un peu comme une vague, quoi. On peut l'attendre, mais il faut l'attendre aussi. Est-ce que vous croyez que... Parce que je vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous le mot provoquer la chance? C'est quoi provoquer? Alors, parce que est-ce que la chance existe ou pas? Moi, je pense que ça, c'est une question que tout le monde doit se poser. Est-ce que je suis quelqu'un qui pense que la chance existe ou je ne le pense pas? Je voudrais vous parler d'une expérience à ce sujet-là que je trouve vraiment intéressante. Un professeur d'université sépare un groupe en deux. Alors, il a justement posé la question avant à des étudiants, et donc ceux qui ne croient pas à la chance sont à gauche, et ceux qui croient à la chance sont à droite. Et puis, il leur donne à ces deux groupes un magazine, exactement le même magazine. Et il leur dit, votre travail, ça consiste à compter le nombre de photos qu'il y a dans ce magazine. Et allez-y, on est parti. Et alors, ce qui est super dans cette expérience, c'est que le groupe qui s'estime chanceux termine bien avant l'autre groupe. Et on ne comprend pas pourquoi, et bien, ils font des enquêtes, etc. Mais en fait, lui, sait très bien pourquoi. C'est parce que dans le magazine qu'il a distribué, il y a une photo sur laquelle il est écrit « Arrête de compter, il y en a 122 ». Donc, ceux qui croyaient à la chance ont vu cette photo, et ceux qui ne croyaient pas à la chance ne l'ont pas vue. Donc, notre croyance dans la chance a un effet très sensible sur notre chance. Et donc,
Si on y croit, alors il faut essayer de commencer à comprendre c'est quoi exactement. Je pense que c'est intéressant de constater, par exemple, que dans beaucoup de cultures, il y a les jours fastes et les jours néfastes. C'est le cas des Romains, c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, à ce moment-là, puisqu'il y a des moments cycliques, moi je crois que c'est très difficile pour moi aujourd'hui de ne pas voir que le monde, la vie, notre vie personnelle est purement cyclique, que ce soit au niveau astronomique ou au niveau individuel, tout est cycle. Nous nous trouvons dans plein de cycles différents. Moi, j'aime beaucoup la nature, donc j'adore les cycles des migrations, par exemple. C'est incroyable, tout est un cycle. Bon. Mais un cycle suppose donc un début, un milieu, une fin, et donc c'est très important de pouvoir se dire où est-ce que j'en suis dans tel cycle. Et ce que disait René Angélil, et c'était sa façon justement de provoquer la chance, c'est que lui, il pensait que, étant donné que la chance existe d'une part, et que la chance est un cycle d'autre part, quand il se sentait dans un cycle de chance, il investissait à fond, ça c'est provoquer la chance, et quand il se sentait dans un cycle de malchance, il se désinvestissait complètement. Donc, et c'est exactement comme une marée. Donc, il y a des moments où j'y vais à fond, il y a des moments où je me retire en fonction des éléments qui sont autour de moi. Les gens n'osent pas beaucoup parler de la chance parce que ça paraît superstitieux, etc. Mais je pense que fondamentalement, c'est ça. C'est un, faire le point sur ce que je crois de cette question de la chance. Deux, faire le point du cycle dans lequel je suis. Et trois, en fonction du point dans lequel je suis, m'investir ou me retirer. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, finalement, quelque part, quand vous parlez, on a l'impression que, en fait, la chance, c'est un plus grand que nous et que de toute façon, c'est une histoire de petit et de grand, en fait. Il va falloir qu'on soit petit, il faut qu'on croie en quelque chose de plus grand et après, c'est une histoire de jeu entre ce plus grand et nous. Et peut-être qu'il faut aussi perdre avec la chance pour avoir après de la chance. J'ai l'impression que des fois, il faut perdre aussi. Vous croyez qu'il faut perdre des fois pour avoir? Ah, mais ça, moi je crois que perdre, c'est la chose la plus importante dans une vie. Hein. Il faut perdre. Il faut perdre parce que de toute façon, c'est ce que la vie fait. La vie nous fait en sorte que nous perdions nos illusions, nous perdons beaucoup de nos croyances. Nous perdons plein de trucs dans une vie, mais nous les perdons pour atteindre quelque chose. Et cette chose, elle est essentielle, et il n'y a que ça qui compte. Mais il faut, c'est pour ça que moi, je n'arrête pas de dire que la notion de développement personnel, dans sa définition même, est une erreur, parce que ce n'est pas se développer qu'il faut faire, c'est se dépouiller qu'il faut faire. C'est du dépouillement personnel qu'il faut faire. Et d'ailleurs, toutes les voies spirituelles ont toujours été des voies de dépouillement personnel et non pas des voies de développement. Donc, se dépouiller, c'est perdre. Finalement, ce qui est étonnant, c'est que dans votre histoire à vous, vous avez quand même tout de suite gagné avant de connaître le dépouillement. C'était d'abord un grand succès avant de connaître l'idée du dépouillement. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui vous a aidé à mieux comprendre le dépouillement? Vous étiez d'abord un être de dépouillement, puis vous avez vécu une sorte d'accident de succès avant de retrouver le dépouillement. Oui, je crois que j'étais un être de dépouillement à la base. Et le show business, ça a été en tout cas, le succès, là, ça a été d'abord la rencontre d'un monde que moi, évidemment, je ne connaissais pas. Nous, on ne le connaissait pas quand on est entré là-dedans. Il y avait aussi des différences culturelles parce qu'on était quand même, on venait de Belgique et tout ça se passait à Paris. Donc, à l'époque, c'était un choc. À l'époque, en plus, les Belges étaient très mal considérés à Paris. Les Belges étaient presque méprisés. Ah oui, c'était pas du tout facile. Et ce monde qui est justement le monde du développement. Alors, c'est pas le monde du développement personnel dans le sens spirituel. Enfin, c'est le monde de l'esbrouf. Hein, c'est le monde de l'esbrouf. C'est-à-dire, je fais croire à l'autre que je suis ceci, que j'ai plein d'argent, que je suis heureux, que tout ça. Donc, moi, c'était un choc de rencontrer ce monde-là. Heureusement, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru à ça. Et ça ne m'a jamais intéressé. Mais effectivement, j'ai eu la chance. J'ai commencé par un succès et de voir les choses du haut de la lorgnette. Parce qu'avec le succès, évidemment, il y a de l'argent aussi. Le succès, c'est une chose, mais après, il y a quand même de l'argent. Et quand, à l'époque, en plus, dans la fin des années 80, les maisons de disques croulaient sous l'argent, là, c'était incroyable. Pour n'importe quelle raison, on nous faisait prendre l'avion en première classe de Bruxelles à Paris. On était logés dans des hôtels 5 étoiles. En fait, c'était incroyable. Mais tout ça était complètement vide, parce que je voyais bien que la plupart des gens que je rencontrais là étaient vides. Donc, ça m'a permis rapidement de comprendre. Mais c'est un monde qui ne m'a jamais fasciné. Moi, le show business, ça me fascine comme mécanique, mais pour moi, le plus grand chanteur du monde, c'est pas le plus grand vendeur. Ça ne m'impressionne pas. Je suis beaucoup plus impressionné, par exemple, par des grands auteurs, par des grands poètes, que par des grands chanteurs.
Et pourtant, quand même, regardez, vous dites ça, mais ce que j'ai trouvé quand même assez touchant, c'est que quelque part, votre succès, il dépend que de deux mots, quoi. C'est l'amour. Ce qui est quand même incroyable, c'est que vous avez écrit ça, vous avez travaillé dans l'industrie de l'amour. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils donnent ça comme possibilité, comme projecteur d'amour de façon accessible. On peut accéder au fantasme du grand amour, au grand format sans difficulté. Alors, vous qui êtes un libre penseur, qu'est-ce que vous en pensez de cet amour aujourd'hui? Ben, c'est sûr que c'est une construction, c'est vraiment une construction d'une époque qui fait des ravages terribles, qui brise des cœurs, qui tue des vies, qui rend des gens malheureux. Je me souviens d'une belle interview d'une vieille Sibérienne qui disait, vous savez, je viens de découvrir que je n'ai jamais connu l'amour. Alors on disait, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben oui, parce que j'ai vécu avec mon mari pendant des années, on s'entendait bien, mais moi je viens d'acheter une télévision, et je viens de voir à la télévision que quand on s'aime, c'est pas comme ça. Quand on s'aime, on doit courir sur la plage, on doit s'offrir des cadeaux, on doit s'offrir des fleurs, du champagne. Et moi, j'ai jamais fait ça avec mon mari, donc je ne l'ai jamais aimé. Et je crois qu'on a été, on a été complètement colonisé par l'industrie du show business américaine sur la question de l'amour, qui a colonisé nos esprits, qui nous a fait passer des tas de fictions comme des réalités, et ces fictions sont devenues des règles auxquelles on se compare tous les jours. Facebook n'a fait qu'empirer ce truc-là. Mais ce qui est catastrophique aussi, pour moi, c'est le contraire, c'est-à-dire de dire tout ça n'a aucune importance, la seule chose qui compte, c'est l'esprit, et il faut accéder à des vérités de manière ascétique, etc. Ça ne marche pas non plus, ça. Hein. Donc, comment est-ce qu'on fait un équilibre entre tout ça? Comment est-ce qu'on reste à la fois un humain qui n'est pas seulement une idée, mais qui a chair, sentiment, émotion, mais qui ne se laisse pas embarquer par tout ce discours de consommation, finalement, de l'amour, et qui en même temps a des idées personnelles? Comment on fait ça? C'est ça qui est très compliqué. Mais pour résumer la question, c'est sûr que l'amour tel qu'il est présenté maintenant, c'est une escroquerie, c'est une pure escroquerie. Je ne suis pas le seul à le dire, il y en a qui commencent à le dire à droite et à gauche, et je pense qu'on doit dénoncer ça. C'est ce que j'ai dénoncé dans La Voix de chaque amour. C'est Disney, c'est le cinéma américain, beaucoup. Moi, je vous disais donc hors interview, je vous disais que quelque part, moi, quand je vous voyais, je voyais chez vous un être penseur, c'est-à-dire quelqu'un c'est pas simplement quelqu'un qui pense des choses, c'est quelqu'un qui en fait a envie d'aller à l'essentiel de ce que peut être la résurgence cachée en nous, une espèce de montée intérieure là. Et alors, je me demandais, est-ce qu'un être penseur comme vous, ça peut trouver dans l'amour quelque chose qui aide à être, ou est-ce que c'est finalement un opposant à être au départ? C'est une super question, ça, Luc. C'est une super question, ça. Et moi, je ne peux répondre que comme je l'ai vécu, moi. Hein, et je ne l'ai pas toujours vécu de la même façon. C'est sûr que au départ, je pense que j'ai vécu l'amour conjugal, d'une certaine manière, comme la preuve que je valais plus que ce que je croyais que je valais. Le fait que je sois aimé, eh bien, ça me procurait une idée de moi-même que j'aimais. Et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de relations au départ. Après, j'ai toujours eu tendance, malgré c'est ça, hein, mais j'ai toujours eu tendance à me mettre au service des femmes avec qui j'étais. J'ai toujours eu d'essayer de les aider, etc. Et ça, je crois que c'est négatif. Parce que ça ne peut pas se faire sans être accompli. Moi, je pense que le mot accomplissement, c'est super important dans une vie. Parce que pouvoir se dire au moment où on meurt qu'on s'est accompli, il n'y a rien pour moi au-dessus de ça. Rien n'est au-dessus de pouvoir se dire je me suis accompli. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi, ça ne veut pas dire que je suis richissime, ça ne veut rien dire de tout ça, mais ça veut dire que j'ai été au bout de moi-même. Je me suis visité partout, j'ai exploré partout, j'ai agi qui j'étais. J'ai agi qui j'étais. Et non pas, j'ai agi pour l'autre. J'ai agi pour que l'autre m'aime encore plus. J'ai agi pour que... moi, je dis toujours que quand la liberté, le désir de s'accomplir est plus important que le besoin d'approbation, eh bien, on est dans la liberté. On est dans la liberté. Donc, ça, c'était la deuxième un peu étape. Et puis alors aujourd'hui, c'est très différent parce que je pense que l'amour a pris, parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi sur l'amour et tout, à cause de ma trajectoire. Et aujourd'hui, ça m'aide à être.
Aujourd'hui, ça m'aide à être et je suis dans une relation qui m'aide à accepter encore les choses que parfois j'ai du mal à accepter de moi-même. J'essaie de faire la même chose pour la personne avec qui je vis, de faire en sorte qu'on aille dans l'acceptation, avoir le regard de l'autre qui ne juge pas, qui dit voilà, c'est comme ça maintenant, c'est ça maintenant. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça, et puis continuons à faire cette visite, quoi. Un état d'être penseur comme le vôtre, ça ne peut pas rentrer dans des commodités habituelles. Et je me disais, en fait, quelque part, que vous deviez sûrement être une personne qui d'abord avait besoin presque de provoquer une scission chez l'autre, une perturbation chez l'autre. Alors, c'est vrai que, bon, de avocat, où c'était pas l'idée, quoi. Aujourd'hui, vous êtes plutôt un accompagnant par la conscience, par la nature. Mais on en parlait tout à l'heure hors émission, un penseur, c'est aussi un perturbateur, finalement. Oui, oui, oui. Et c'est pas agréable, ni pour celui qui se trouve devant lui, ni pour le penseur en question, je pense. C'est vraiment pas agréable. C'est un perturbateur, oui. Et c'est vrai, c'est juste cette idée de scission. Maintenant, moi, je dois me retenir. J'ai appris à me retenir, mais pendant longtemps, il y a quelque chose qui crée cette scission chez moi. C'est quand je voyais des comportements. C'est difficile d'expliquer parce que c'est pas comme si j'étais le juge. Je ne veux pas être juge. Moi. Qui suis-je pour être juge des autres? Mais j'ai l'impression que quand l'autre n'accepte pas qui il est et que donc il me prive de qui il est, mais il se prive lui aussi de qui il est, j'ai l'impression que quand ça arrive, c'est comme s'il y avait un gros problème cosmique. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais pour moi, ça prend une dimension Et alors, j'ai deux solutions dans un cas pareil. C'est soit que je m'en vais, ce que je fais très souvent, c'est-à-dire c'est très bon, soit je parle, sans avoir la prétention de dire la vérité, mais justement pour qu'il n'y ait plus de malaise. Pour qu'il n'y ait plus de malaise. Mais c'est pas facile. Mais le vecteur, c'est déprimer pour mieux imprimer? Ce que je vois, parce que j'ai beaucoup d'étudiants, c'est que j'essaie, avec mes étudiants, par exemple, de ne pas leur parler individuellement trop. Parce que je ne veux pas entrer dans des problématiques psychologiques, je ne suis pas psychologue, ni individuel. Donc, moi, j'essaie de parler de façon plutôt générale. Et ce que je vois, c'est que les mots qu'ils entendent, etc., ça fait un travail tout seul. Mais c'est un travail qui les révolte. C'est un travail qui les révolte. C'est un travail qu'ils n'acceptent pas. Et peu à peu, c'est comme un virus, mais peu à peu, ça fait son travail. Peu à peu, parce qu'encore une fois, ça pense malgré eux. Il y a quelque chose qui entre à l'intérieur, remise en question de croyances. Par exemple, je voyais hier un documentaire sur YouTube d'une famille française qui votait, c'est un vieux documentaire qui votait Sarkozy, et je me disais, pourquoi est-ce que ça m'énerve tellement de voir ça? C'est pas tellement la question de Sarkozy, mais ce qui m'énervait, en fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'avais l'impression que dans cette famille, dans aucun membre de cette famille, il n'y avait de place pour le membre lui-même. Chaque membre de la famille était rempli par une culture familiale, par une culture nationale, par plein d'idées générales, mais personne ne pensait tout seul. Et moi, je trouve que c'est un gaspillage de vie, ça. C'est un gaspillage de vie. À quoi ça sert de vivre si on ne trouve même pas la place en soi pour trouver ce qu'on a à dire? Et d'ailleurs, ce n'est même pas une question de trouver ce qu'on a à dire, c'est au moins trouver ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent. Est-ce que les gens ne pourraient pas... On a quand même le droit de s'arrêter à un moment donné et de dire, ben voilà, ce que je ressens actuellement, c'est que vous m'emmerdez tous. C'est ça que je ressens. Et je vais m'en aller, parce que vous m'emmerdez. Et c'est très, très, très important d'autoriser tout le monde à exprimer son ressenti de la façon la moins désagréable possible, mais en tout cas d'en être conscient. Ça commence par là. Pour moi, la liberté, elle commence par la conscientisation de ce que je ressens. Je vais vous poser une question un peu bizarre, mais ce qui me vient souvent là, quand j'entends parler, donc vous savez, par exemple, les humoristes, ils ont des phases de crise comme ça, où d'un seul coup, ils deviennent extrêmement moroses, entre deux spectacles, ils ont leurs moments un peu difficiles. Je me demandais si un penseur comme vous, ça avait justement ces moments de doute, ces assombrissements, cette mélancolie. Est-ce que vous vivez ça aussi comme une sorte de préparation au prochain moment de pensée fort? Est-ce que vous avez ce genre de choses? Oui, tout à fait. Parce que ça fait partie des cycles. Hein, ça fait partie des cycles. Il y a vraiment des moments où on se sent vide, et j'ai appris avec le temps que c'est au moment où on se sent vide qu'on est prêt à se remplir. Mais c'est des moments qui ne sont pas faciles. Mais moi, j'ai la grande chance d'avoir la nature, parce que le fait de pouvoir simplement se promener dans la nature
ça rééquilibre les choses. Je ne veux pas faire un cours là-dessus, mais on a montré par exemple que notre cerveau ne réagit pas de la même manière dans la nature ou dans la ville, et que dans la ville, les zones qui sont activées par la ville dans le cerveau sont les zones de l'agressivité, tandis que et de l'impulsivité. Tandis que quand notre cerveau se trouve dans la nature, c'est beaucoup plus les zones de l'empathie et du long terme. Donc, le simple fait de pouvoir aller à la nature change notre façon de comprendre ce qui est en train de nous arriver. Si on en vient à l'essentiel de ce qui est votre aujourd'hui activité, finalement, l'université dans la nature, c'est le prolongement en fait de toute cette conscience, de ces pensées, de ces bénéfices. Alors, vous disiez qu'il y avait beaucoup de bénéfices à être dans la nature. On peut en parler un petit peu là pour les auditeurs? Ah oui. Alors, il y a les bénéfices physiologiques et les bénéfices psychologiques. Au niveau physiologique, c'est très étonnant ce qui a été découvert, notamment au Japon. Et on a découvert, par exemple, que le fait de se promener dans une forêt de pins, avec des conifères, va créer, en général, va avoir tendance à créer chez les individus qui le font pendant un certain temps, une augmentation des cellules anti-cancer et une augmentation de leur activité. On a découvert ça et on a après compris que c'est en fait grâce au fait qu'on va inhaler quand on est dans une forêt de pins, on va inhaler certaines substances émises par les pins et ces substances ont un effet sur l'activité anti-cancer. Alors ça, ce n'est qu'une chose parmi d'autres. Il y a des impacts sur le cerveau. Je viens un peu de parler du fait qu'il y a des zones qui sont activées différemment. Il y a des impacts sur l'odorat. Il y a des impacts sur le glucose, par exemple. On s'aperçoit que les gens qui vont marcher dans la forêt ont une diminution du taux de glucose qui est plus importante que les gens qui vont faire le même exercice, mais dans une ville. De même, la rumination, ce qu'on appelle la rumination mentale. Quand on demande à deux groupes de faire une certaine promenade dans la nature et une autre promenade du même délai dans la ville, eh bien la rumination s'arrête quand on est dans la nature, mais elle ne s'arrête pas quand on est dans la ville. Or, la rumination mentale, c'est-à-dire le fait de me dire pourquoi ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais, je ne suis pas bon, je ne suis pas assez bon, etc., c'est un signe précurseur de la dépression mentale. Donc, il est important de pouvoir arrêter. D'ailleurs, ceux qui sont déprimés ont du mal à sortir de la rumination mentale. Moi, quand j'étais dans cet état-là, c'était impossible. Je ne me rendais même pas compte que j'étais dedans, mais j'étais tout le temps dans la rumination mentale. Donc, le fait d'être dans la nature, et en particulier dans une forêt, a des impacts puissants sur l'humain. Et quand je fais mon activité avec ce qu'on appelle reconnexion nature, on emmène des gens dans la forêt pour leur expliquer ce qui va se passer. Je leur dis toujours, je n'ai pas la prétention de vous expliquer que la forêt vous fait du bien, parce que ça, vous l'avez déjà senti, mais ce que je vais vous expliquer, c'est comment et pourquoi elle vous fait du bien. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens vont dans la forêt, se sentent mieux après, mais ils croient que c'est parce qu'ils ont une bonne conversation avec leur femme, parce qu'ils étaient détendus parce qu'on était dimanche, parce que c'était un peu leur imagination, parce qu'ils ont fait de l'exercice, mais ce n'est pas ça en fait. C'est autre chose de beaucoup plus majestueux qui se passe. Pour finir cette émission, il y a une partie de vous que j'ai trouvée extrêmement touchante parce que quelque part, elle vient, elle repart, mais elle est quand même présente parce que vous parliez de rapatrier la sensibilité dans la liberté. Et j'aimerais bien que sur ces mots, on finisse cette émission. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en diriez de ce rapatriement de sensibilité vers la liberté? Qu'est-ce qui vous semble important que les gens entendent par rapport à ça? Mais d'abord on a le droit d'être sensible parce que c'est comme ça que nous avons été fabriqués. Alors, pour faire un parallèle avec la nature, pendant très longtemps, on a cru, par exemple, que les arbres n'étaient pas sensibles. Qui a cru ça? Je veux dire, beaucoup de scientifiques. Or, ces scientifiques étaient éduqués depuis le 19e, le 18e, 19e siècle dans l'idée que la sensibilité n'avait aucune importance, que la seule chose qui comptait, c'était la raison. Donc, ils ont projeté cette idée sur leur environnement et les arbres sont devenus des êtres insensibles. Ne parlons même pas des animaux qui étaient considérés comme insensibles aussi. Il y a un ancien directeur du CNRS, il disait que quand il a commencé à faire ses études et qu'il se sentait mal parce qu'on était en train de disséquer des souris vivantes devant lui, les gens, ses collègues et ses professeurs universitaires rigolaient de lui en lui disant « mais quelle sensiblerie, on dirait une femme » et a essayé de le considérer, ces souris, comme des morceaux de bois. Et ce sont ces gens-là qui, après, sont venus nous expliquer ce que c'est l'environnement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense, qui est un retour peu à peu du sensible. Mais ce que nous devons d'abord accepter, c'est que la sensibilité, elle est
une partie. Le fait d'être vivant est le fait d'être sensible. On ne peut pas être vivant sans être sensible. Si vous prenez un pont, par exemple, du fait que le pont n'a aucune sensibilité, le pont va se détériorer au bout d'un certain temps. Mais du fait que l'arbre a une sensibilité qui lui permet de ressentir constamment son environnement et les modifications qu'il y a dans son environnement, il va pouvoir tout le temps faire des modifications et lui, au lieu de se dégrader, il va pousser. Donc, la sensibilité n'est pas quelque chose qui, comme on nous l'a dit depuis longtemps, est réservé aux faibles, est réservé aux poètes et bien entendu aux femmes, parce que c'est ça qu'on a longtemps reproché aux femmes. Non, c'est le cœur de qui nous sommes. Et ce que je crois, c'est que aujourd'hui, demain, il y a tellement de choses qui vont être réglées par l'intelligence artificielle qu'à un moment donné, on va se dire, mais ces machines sont plus intelligentes que nous, elles sont plus performantes que nous. Regardez ce qui se passe déjà en médecine. En médecine, beaucoup de médecins disent déjà aujourd'hui, mais nous, les robots, trouvent plus rapidement les diagnostics. Donc, il y a un moment donné, comme toujours, où on va vouloir comparer l'humain et la machine, on va dire, ben, désolé, mais la machine est supérieure. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est justement cette sensibilité. C'est l'humain, c'est cette sensibilité humaine qui, à un moment donné, va faire que l'être humain va de nouveau se sentir supérieur à la machine. Alors, cette sensibilité, non seulement comme outil d'information, mais surtout comme outil de communication. De ne pas parler aux gens n'importe comment, de faire attention à ce qu'ils disent. Et ça, c'est un problème qui est complexe, parce qu'on voit bien aujourd'hui que ça prend... C'est complexe, parce qu'évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gens disent on ne peut plus rien dire, parce que dès qu'on dit quelque chose, ça heurte une sensibilité, on doit le censurer. Donc, il faut qu'on retrouve un équilibre entre la liberté d'expression et la liberté de la sensibilité. Et je pense que justement, ça fait partie des enjeux majeurs du monde de demain, ça. Comment à la fois pouvoir dire ce qui doit être dit et en même temps ne pas heurter les gens. Mais la sensibilité, c'est pas seulement ça. La sensibilité, c'est aussi dire à des employés qu'ils ont le droit de se sentir mal. L'autre jour, je faisais une conférence à une entreprise en France et je leur disais, mais vous vous rendez compte que vous, en tant qu'entreprise, vous avez modelé complètement le comportement humain, parce qu'aujourd'hui, la plupart des adultes, ils passent une énorme partie de leur vie dans les entreprises. Or, qu'est-ce qu'on dit dans les entreprises? On dit, soyez professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez professionnels? Ça veut dire laisser votre sensibilité et vos problèmes privés au vestiaire. Mais vous coupez l'être humain en deux. Comment il fait après pour recoller les choses? Eh bien, la plupart du temps, il le fait par excès. Il le fait par excès. Or, si vous acceptiez la sensibilité à l'intérieur de votre entreprise, non seulement il n'y aurait pas cette grande coupure, mais en plus, ça vous aiderait à relever vos propres défis, parce que là, je leur parlais d'une étude passionnante qui avait montré que quand on vit un échec, eh bien, contrairement à ce que nous ont dit beaucoup justement d'entreprises, qu'il fallait penser positif, qu'il fallait analyser les causes, faire une analyse rationnelle et puis se remettre au travail, ça ne marche pas, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui fonctionne, c'est quand l'individu qui a subi l'échec vit une souffrance telle, parce qu'il se plonge dans son échec, il n'essaye pas d'être positif, mais il est imbibé de son échec, qu'il se dit « je ne veux plus jamais que ça m'arrive ». Et donc, c'est prendre le temps du deuil. Et je disais à cette entreprise, prenez le temps du deuil de l'échec. Arrêtez de vouloir passer à autre chose et de faire en sorte de faire croire, de traiter tous ces humains comme des machines. Quand on parle de ressources humaines, c'est une expression inacceptable, ressources humaines. L'humain n'est pas une ressource, c'est le cœur. C'est le cœur. Donc, il y a des changements. Je crois que, pour moi, la cause fondamentale de beaucoup de malaise qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais pour moi, la cause, c'est le monde de l'entreprise. C'est le monde de l'entreprise qui est la cause de beaucoup de problèmes. Donc, et ça, on n'en parle pas, parce que quand on parle des entreprises, on ne parle que du côté économique, etc. Mais on ne parle pas de tout le reste. Donc, ça, là-dedans, il faut rétablir ça, et il y a du boulot. Merci pour ce moment, Hubert. Merci aussi pour ce penseur intérieur là qui fait réfléchir. Et à la fois, on sent que chez vous, il y a comme des endroits où vous pourriez nous perdre très fort, très fort, ne pas nous ramener sur le bon chemin, nous laisser un peu dans la cabane pendant un temps. Merci à vous, fidèles youtubeurs. C'était un moment exceptionnel. Vous pouvez, si vous le voulez, même si c'est un peu dérisoire de le dire comme ça, mais cliquez sur le bouton pour vous abonner. On se retrouve bientôt.